sommes aujourd'hui à Benoît. Avant Benoît, nous étions à Gabou. Gabou pour la fête de la liberté. La fête de la liberté, c'est la fête du souvenir, la fête du bilan et la fête de l'engagement. La fête de la liberté, c'est le devoir de mémoire et le devoir d'engagement. Nous sommes partis à Gabou pour nous ressourcer. Nous sommes partis à Gabou pour reprendre des forces. Parce que leur pays est né à Gabou. Et devant les turbulences de la vie politique, il faut partir justement sur ses bases, pour retourner sur ses racines. Nous sommes comme le géant Anté, ce géant, fils de Poséidon, qui justement reprenait force au contact de la terre dont il était issu. Donc nous sommes partis à Dabou pour répandre nos forces, pour pouvoir continuer la lutte. Je dis merci au peuple de Dabou. Je dis merci à tous ceux qui ont permis d'avoir une belle fête à la fête de la liberté, à camarade Assoma et Juliette, tous les cadres de Dabou, tous nos militants de base, au niveau des cadres avec en place éminente, le professeur Nyang Yadou Maurice. Je vous remercie. Dabou, c'était un symbole, le symbole de la naissance d'un pays. Le symbole de, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Il est un pays qui est un parti raciné. Il n'est pas un parti déraciné. Pour savoir où il va, il doit savoir d'où il vient. Et nous sommes partis à Dabou pour savoir d'où nous venons pour pouvoir aller de plus belle. Mais Dabou aussi, c'est Lopou, la sous-préfecture. Une sous-préfecture qui a été érigée par le président Laurent Gbagbo en raison de son site touristique. Nous sommes partis à Lopou, c'est un symbole. C'est un symbole. Et c'est là-bas justement, le 7 août 2011, c'est-à-dire combien de mois après, le 11 avril 2011, les jeunes de Lopou, lors de la fête de l'indépendance, ont mimé des sketchs et ont demandé la libération de Laurent Gbagbo. En 2011 déjà. Ils ont demandé cela. Il faut leur dire merci. Ils ont été courageux et même le préfet et le sous-préfet ont été relevés de leurs fonctions. Les FRCI ont fait une descente musclée comme à leur habitude, mais ils ont tenu. Donc merci aux jeunes de Lopou. Nous sommes tenu la fête à Orbaf. Orbaf, il y a un groupe de chansonniers féminins justement qui nous a donné l'image de la contradiction. Quand un seul coq chante et qu'on ne répond pas dans le village, et quand l'autre coq ne répond pas, c'est qu'il chante faux. Quand un coq chante, il doit avoir sa réponse au bout du village. Et c'est quand les deux coqs chantent que les paysans se lèvent pour aller au champ. Quand un seul coq chante, il ne se lève pas. C'est le symbole de la contradiction. Au bout de la contradiction est la vérité. Et ce coq, le coq-là, ce symbole-là est très fort pour nous. Nous avons fait Dabou, Orbaf. En venant, nous sommes passés par Mossou. Le roi de Mossou nous a fait l'honneur et l'amitié de nous faire recevoir dans la cour royale par ses notabilités. Il était pris. Le roi ne se justifie pas, mais il a pris le temps de se justifier. Nous, ça nous suffisait d'être à la cour royale, de parler aux notabilités, parler le message que nous avons donné à la Côte d'Ivoire, quelles que soient les oreilles, nous avons besoin d'un intermédiaire pour pouvoir porter ce message. Et nous lui avons donné le message de la libération de Laurent Gbagbo et de Simone et Yves Gbagbo. Mais pour que la Côte d'Ivoire avance, il faut que Laurent Gbagbo soit libéré. Pour que la Côte d'Ivoire avance, il faut que Simone Gbagbo soit libéré. Pour que la Côte d'Ivoire avance, il faut que tous nos prisonniers d'opinion soient libérés. Pour que la Côte d'Ivoire avance, que tous nos amis, tous les Ivoiriens, tous les enfants de la Côte d'Ivoire qui ont été contraints à l'exil reviennent en Côte d'Ivoire dans la dignité et dans la décence. C'est le message que nous avons demandé au roi de transmettre. Le roi s'est tombé dans de bonnes oreilles et il transmettra. Mais venir à Mossou, Benoît, Bassam, on ne peut pas quand même oublier Simone et Yves Gbagbo. Simone et Yves Gbagbo, elle portait 5 casquettes qui a fait d'elle la femme à abattre du PDCI. Tout d'abord, elle est femme. Quand on est femme, on est toujours mal vu dans la société. Elle est femme politique. Elle a choisi d'entrer dans la politique. Alors que la politique, c'est surtout du machisme. C'est une affaire de macho. Elle a choisi d'entrer dans la politique. Donc, femme,
femme politique, femme du politique, Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qu'elle a vu pour pouvoir justement s'unir avec lui. Donc là aussi, ça lui a posé des problèmes. Elle était une femme à abattre. Quatrième casquette, elle était la secrétaire générale du SINARES, le syndicat qui entretenait la contestation à l'université. Et pour terminer, elle était la secrétaire générale du FPI après le congrès. Donc tout cela fait d'elle la femme à abattre. En 1982, quand Laurent Gbagbo partait en exil, Simone Gbagbo venait d'accoucher de jumelles en 1981. Elle était à la fois mère, père, elle a joué tout ce rôle et elle devait satisfaire ses obligations professionnelles. Elle a fait cela avec dignité. Après le congrès du FPI, le 19 et 20 novembre 1988, Simone Gbagbo a été invitée à Bordeaux parce qu'elle veut faire la linguistique. Elle a été invitée justement à un séminaire de linguistique à Bordeaux. Quand elle a déposé son passeport au consulat de France, les autorités ivoiriennes sont venues en novembre 1989 pour retirer le passeport. Et c'est qu'en décembre, on lui a remis, bien sûr, elle n'a pas pu voyager. C'est tout cela, Simone Gbagbo. Mais Simone Gbagbo, on ne peut pas quand même oublier. En parlant de Simone Gbagbo, on ne peut pas oublier de 1992. 18 février 1992, suite à la répression à la cité universitaire de Yopougon en 1991, il y a eu la grande marche initiée par la coordination des partis de la gauche démocratique, avec Laurent Gbagbo en tête. Simone Gbagbo a été sauvagement battue. On criait partout, tu es là, tu es là. Elle a été conduite à Argan, dans un état d'inconscience. Et de là, elle s'est retrouvée à l'hôpital avec les vertèbres cervicales endommagées. Elle est sortie avec une minerve. C'est ça aussi Simone Gbagbo. Il y a encore, la nature fait peut-être mal les choses. En 1996, elle a connu un grave accident de circulation. Avec le président Laurent Gbagbo sur l'axe Djibotia-Salé. Avec le président Laurent Gbagbo, avec Simone, chose avec Victoire, Madame Gbagbo aujourd'hui, avec Victoire, et surtout le président Laurent Gbagbo. Et c'est Simone qui a vraiment eu le plus grand coup. Et jusqu'ici, elle subit les séquelles de cet accident. Il y a eu 2011, vous avez bien vu la sauvagerie. Elle a été après internée, conduite en prison, et elle est toujours là. Sa carapace de foi liminée sont les vilainies de ce monde-là. Et elle a écrit un livre, Parole d'honneur, qui a été un grand succès de librairie. Parole d'honneur. Elle a dit Parole d'honneur, je fais éditer ça en France. Vous allez supprimer ça en France pour que les Français connaissent le combat de Simone et de Laurent Gbagbo. Je fais éditer cela en France pour que les Français connaissent la Côte d'Ivoire. Mais je fais parole d'honneur pour attacher les dents des crabes, pour attacher les dents des sorciers. Parce que pour attacher les dents des sorciers, il faut projeter la lumière sur eux. Et avec ce livre-là, je projette la lumière sur les sorciers. C'est tout cela, Simone Gbagbo. Aujourd'hui, c'est vrai, vous l'avez vu à la télé, vous l'avez vu au palais, vous avez été un peu désemparé, vous l'avez trouvé amaigri. Oh, mais c'est Simone Gbagbo, ne vous en faites pas. La chair peut peut-être subir quelques bouleversements du fait de toute cette turbulence dans sa vie, mais l'esprit est là, alerte. Et le moral est là. Le moral est là. Et on ne pourra jamais faire plier Simone Gbagbo, ça ils le savent. Ils le savent. Et moi, ce que je souhaite, c'est que vous pouvez demander au pouvoir en place, lors du procès de Simone Gbagbo, qu'on laisse cette grande criminelle s'exprimer devant la télévision ivoirienne, pour que les Ivoiriens entendent et puissent la juger. Moi, je lance ce défi au pouvoir de laisser Simone Gbagbo parler à la télévision dans une émission en direct. Donc, à ce niveau, il n'y a aucune inquiétude. Simone Gbagbo est Simone Gbagbo. Pour son parcours là, elle va toujours rebondir. Et tout de suite, justement, vous avez dit que si Laurent Gbagbo a tué toutes ces tonnes de bombes sur la résidence et les sorties, disons, à un moment essentiel pour nous. Le moment d'un procès. Le procès à la Cour pénale internationale. C'est vrai, on dit le procès de la honte. Mais c'est le vocable qu'il faut. Procès de la honte, parce que depuis 2006,
la Cour pénale internationale a commencé à fonctionner. Et de 2006 à 2016, pendant 10 ans, les dictateurs sont seulement africains. Ce qui n'est pas normal. Et nous saluons l'initiative des chefs d'État qui veulent se retirer de la Cour pénale internationale. Nous appuyons cette initiative-là. Ils ne veulent pas se retirer parce qu'ils veulent avoir l'impunité. Ils veulent se retirer parce qu'ils veulent avoir une dignité pour l'homme africain. Il faut qu'il y ait une dignité pour l'homme noir. Les principes que les Blancs s'appliquent entre eux, ils n'aiment pas appliquer ces principes pour les pays nègres. Parce que les nègres ne sont pas faits pour la démocratie, ils sont faits pour la chicote. Ça aussi, on ne peut pas accepter cela. Et c'est ce qu'ils ont compris. C'est ce qu'ils ont compris et c'est pourquoi justement, ils demandent de se retirer. Et nous souhaitons, nous encourageons cette initiative-là. Procès de la honte, parce qu'on juge un homme d'État africain à la CPI. Je ne dis pas un chef d'État. Tout chef d'État n'est pas un homme d'État. Tout chef d'État n'est pas un homme d'État. Le concept d'homme d'État est apparu avec la notion raison d'État pendant la guerre de 30 ans, c'est-à-dire lors de la constitution des États modernes. Et l'archétype de l'homme d'État, c'était Richelieu. Si vous prenez l'histoire de France, des personnages comme Colbert, Sully, Pierre Mendès France, qui n'ont jamais dit des choses, dirigé un État, sont des hommes d'État. Un personnage comme Gandhi peut être considéré comme un homme d'État, il n'a jamais dirigé un État. Donc l'homme d'État, ce n'est pas seulement celui qui dirige un État. Mais l'homme d'État, c'est celui qui peut impressionner, qui impressionne son époque à un moment donné, pendant son mandat, parce qu'il incarne des valeurs, parce qu'il incarne des espérances, parce qu'il a des traits de caractère hors du commun. Et aussi, parce qu'il fait des faits et gestes célèbres. Ce sont les hommes qui ont le sentiment d'infléchir l'histoire de leur pays à un moment donné. Et Laurent Gbagbo est de ces hommes-là. Laurent Gbagbo n'a pas attendu d'être au pouvoir pour être un homme d'État. Je vous donne 3 exemples seulement. 3 exemples seulement. 3 exemples seulement. Laurent Gbagbo, lors de la mort du président Houphouët-Boigny, alors que tout le monde sortait les tags, les poignards, des pouvoirs, des placards, on va s'entre-déchirer, Houphouët n'est plus. On va se positionner. Il a dit non, attention, entourons dignement le premier chef d'État qu'on a. Alors qu'il était candidat contre Houphouët, alors qu'il n'a jamais été du bord politique d'Houphouët, il dit entourons dignement le premier président que la Côte d'Ivoire nous a donné. Et son appel a été suivi. Laurent Gbagbo, dans l'opposition, il allait toujours rendre visite aux autorités administratives quand il arrivait dans une localité. Et cela est quand même important au niveau de choses de quelqu'un qui a le sens de l'État. Et à ce niveau-là, il a toujours fait pour coller justement à l'État. Et Laurent Gbagbo a toujours, tout moment, il s'est refusé de critiquer la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Mais surtout, candidat à l'élection présidentielle contre le général Guéhi, il était membre du comité d'organisation qui a accueilli le général Guéhi à Gagnoua. Il était vice-président de ce comité. Et il était en tête de ce comité-là pour accueillir celui qu'il allait combattre quelques jours plus tard. Il était à la tête parce que c'était un chef d'État qui venait à Gagnoua. C'est ça l'homme d'État. C'est ça l'homme d'État. Il n'avait pas le pouvoir en ce moment-là. Il n'avait pas le pouvoir en ce moment. Et après le pouvoir, ça c'est vraiment parsemé. Quand on donne sa vie, quand on sait tout ce pouvoir pour sauver son État, je pense que cela suffit déjà pour montrer le sens de l'État qu'il a. Aujourd'hui, il a mis tous les dignitaires de l'État dans de bonnes conditions de vie et d'existence. Il ne veut pas que quelqu'un qui a dirigé l'État soit malheureux, soit misérable. C'est ce qui fait Laurent Gbagbo. Et quand on se bat pour la réconciliation, quand on a des valeurs telles que le courage, il est le premier après Haïlé Sélassié. Il est le deuxième chef d'État qui est retourné dans son pays lorsqu'il y a eu un coup d'État. En 1936, Haïlé Sélassié est retourné à Addis Abeba. Il était en visite officielle au Brésil, il est retourné à Addis Abeba quand il y a eu un coup d'État. Laurent Gbagbo était en Italie quand il y a eu un coup d'État. On a dit de passer par la France. Il dit non, je rentre. Lui, c'est pas sécurisé l'aéroport. Il dit je viens quand même.
Et il a toujours dit, je ne veux pas qu'on dise de moi que je suis un fuyard. À chaque fois qu'il y avait des mouvements, quand on allait le voir, il faut quitter la résidence. Il dit non, 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 je ne peux pas fuir. Il est resté dans les bombes, il est resté à la résidence. C'est ça le courage politique. Et aussi avec le courage, il y a l'intégrité de l'homme. Quand il a été nommé président de la République, il a dit à ses enfants, je n'ai pas d'argent à vous donner, mais j'ai un nom à vous donner et ne salissez pas ce nom. Merci Michel Gbagbo, tu es sur les traces de ton papa. Merci bien. Donc ce monsieur est un homme d'État, et puis un homme d'État, c'est celui qui a des slogans. Asseyons-nous et discutons. Doucement, doucement, nous sommes pressés. Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Le serpent n'est pas encore mort, ne laissez pas tomber le bâton. Le temps est un autre nom de Dieu. Tout cela, ça marque l'homme, ça marque une histoire, ça marque une époque. Et Laurent Gbagbo incarne les valeurs des espérances. Le programme de gouvernement est un programme de solidarité. Et la solidarité, c'est une attention faite aux hommes. L'assurance maladie universelle, l'école gratuite obligatoire, la rétrocession de la filière café cacao paysan. Tout cela, c'est Laurent Gbagbo. Tout cela, on ne peut pas lui enlever ça. On a beau chercher à le singer, à l'imiter, il est unique, il est original, on ne peut rien faire. C'est un échantillon, on ne peut rien faire d'autre. Donc il y a un homme d'État à la CPI et c'est une honte pour la CPI. C'est une honte pour la CPI d'être l'instrument des recolonisateurs de la Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent arracher la souveraineté à la Côte d'Ivoire. C'est une honte pour la CPI. C'est une honte aussi pour tous ceux qui favorisent, tous ceux qui participent au complot des recolonisateurs pour vendre la souveraineté et l'indépendance des pays africains. C'est une honte justement pour la CPI. Une honte pour la CPI. Et c'est aussi une honte pour la CPI. C'est aussi tous ceux qui aiment le droit, ceux qui ont un sentiment du droit, sont vraiment affligés par ce qu'ils voient. Le doute doit profiter à l'accusé. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Le droit à une justice équitable. Le droit à une bonne administration de la justice. Les principes généraux du droit sont bafoués. Les principes généraux du droit sont violés par la Cour, la même qui devait sauver ces principes-là. On ne peut pas l'accepter. Pourquoi on parle de procès de la honte? Le procès de la honte dans le déroulement même de la procédure. Où il y a les incidents de procédure, les huis clos n'ont plus fini. Alors là, au niveau des choses, une justice équitable, on choisit ses victimes. On oublie les victimes de Diokwe, de Carrefour Diokwe, de Dutrozan, de Naïbli, dans le Guarcoupé. On oublie toutes ces victimes-là et on choisit ces victimes. Alors l'Ivoirien qui regarde ça, qui a subi des dommages, qui a perdu des parents, il se dit, mais c'est quelle justice ça? Ce n'est pas une vraie justice. Ce n'est pas une bonne justice, ce n'est pas une justice équitable. Depuis, le procès devait être terminé. Quand on s'est trompé, on a balancé les cassettes kenyanes, les violences qu'il y a eu au Kenya. Et on a balancé ça en disant que ça se passait en Côte d'Ivoire. La procureure même a dû s'excuser pour dire que j'ai commis une erreur. Le procès devait être terminé. Quand il y a eu la confirmation des charges, sur 3 juges, il y avait d'abord le juge allemand, aujourd'hui décédé, et la juge belge. Au départ, il y avait 2 qui disaient qu'il n'y avait pas de charge à retenir et il fallait laisser passer. Bon, la juge belge a maintenu. Le juge allemand s'est déjugé après. Il est venu pour faire la majorité de l'autre côté. Mais dans quel état il était? Dans quel état il était? Puis il est décédé après. Et c'est vraiment lui qui s'est exprimé. Est-ce qu'on a obligé à s'exprimer? Est-ce qu'on a fait ça à son insu? Ça, on n'en sait rien. Donc là, ça pose problème pour la CPI. Et aujourd'hui, bien sûr, vous avez suivi, vous l'avez même dit, les témoignages du BRIC, du BROC, les témoignages partout, alors que c'est quand même l'honneur et la dignité de quelqu'un qui est en jeu. Et Laurent Gbagbo dit, je ne veux pas qu'on transiger avec mon honneur, je ne veux pas qu'on transiger avec ma dignité. Et on est en train de s'amuser comme ça avec ce monsieur-là. On ne peut pas accepter cela. Les témoins ont commencé à fuir, donc on trouve une parade, on dit vidéoconférence. Même si les textes de la CPI permettent ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne administration de la justice. Un témoin doit être courageux. Il doit parler les yeux dans les yeux. Quand je t'accuse, je te regarde dans les yeux, tu es un criminel. On reste là, on ne sait même pas dans quelles conditions. C'est la substitution des personnes. Si on souffle des mots à l'oreille des témoins, vous voyez un peu,
comme on dit que justement le temps c'est le nom de Dieu, le temps est en train de faire son chemin, les révélations sortent de partout. Et ça c'est le temps. Le cas d'interpeller nos chefs coutumiers, nos chefs traditionnels, nos chefs religieux. Un chef est un arbitre, un chef est un havre de paix. Quand il va voir un chef, il va sortir rassuré. Il sait qu'il est objectif, il sait qu'il a un regard neutre sur la situation. Mais quand le chef est partisan, il n'est plus le chef. M. Ouattara a refusé de démissionner d'hier, il ne peut pas être le chef. Il ne peut pas être le chef. Donc un chef doit être un arbitre. Un chef doit entendre toutes les voix. Un chef, c'est la sagesse. Et ce sont les chefs qui gardent la Côte d'Ivoire. Donc ils doivent parler quand ça ne va pas. Du temps, le Gbagbo, on les voyait partout. Ah, il faut faire ça, il faut faire ça. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Le respect pour les chefs. Je souhaite qu'ils soient dignes du respect que les pays leur portent. Et je pense qu'ils sauront se ressaisir. Laurent Gbagbo aussi, c'est un enfant du pays. Et cet enfant du pays a besoin de justice. Cet enfant du pays a besoin aussi que son cas soit consulté parce que les Ivoiriens ont besoin de lui. Les Ivoiriens ont besoin de lui, ça on n'y peut rien. On ne peut pas l'aimer, mais les Ivoiriens l'aiment. Ça on n'y peut rien. On n'y peut rien. Il faut nous rendre cette justice-là. Et nous nous battons pour que cette justice soit rendue. Donc vous avez vu les témoignages, nous n'accepterons jamais les témoignages par vidéoconférence. Parce que ce n'est pas une bonne administration de la justice. Et ça, il faudra quand même le dire. Laurent Gbagbo, vous avez bien fait de prendre la cassette où il dit, vous dites qu'il est serein, il est tranquille. Il a une sérénité olympienne. Vous savez, c'est un monsieur qui a fait l'histoire. Il est venu pour servir l'histoire, il connaît l'histoire. Il sait que l'histoire, c'est la science du malheur. Il sait que l'histoire aussi est éminemment tragique. Et il sait pourquoi il a la CPI. Lui, il a dit que je trouve rationnel d'être là. Je suis fier d'être là. Je suis là parce que je suis un insoumis. Je suis là parce que je suis un impéditent. Je suis là parce que j'ai dit, je me suis rangé du côté du peuple et je n'ai pas voulu choisir cette communauté internationale-là qui ne respecte pas les principes qu'elle-même se donne chez elle et qui nous donne d'autres principes démocratiques. Non, 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 je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter cela. Et c'est ça justement aujourd'hui. Aujourd'hui justement tout ce qui se passe. Donc Laurent Gbagbo est calme, il sait que le temps lui donnera raison. Il sait que dans l'histoire des peuples, tout peuple va vers son émancipation, le peuple ne va pas vers son asservissement. Donc le temps de l'émancipation, le peuple de Côte d'Ivoire viendra et c'est déjà en train de marcher quand on vous voit là. Quand on vous voit là, le temps est en train de marcher. Et pendant que je vous vois, je tiens à dire, ceux qui font le petit calcul, leur plan commun n'a pas marché. Si nous veulent faire un nouveau plan commun, pour dire qu'on libère Laurent Gbagbo et on va l'emprisonner ici, il n'y a pas besoin de parler, je vous laisse la parole. On ne pourra jamais accepter cela. Et ce jour, ils nous verront, nous comprendrons. Ceux qui sont venus, qui ont crié à l'ivoirité, aujourd'hui ils font du rattrapage. Et puis le rattrapage, on dit ethnique, social, économique, financier. Mais le rattrapage, dans le rattrapage, tous les Nords ne sont pas des rattrapés, tous les Nordistes ne sont pas des rattrapés. Tout d'abord, les Nordistes pour Gbagbo ne sont pas rattrapés. Et même il y a des Nordistes qui ne sont pas pour Gbagbo, mais qui ne sont pas dans les choses, dans les calculs du pouvoir, ils ne sont pas rattrapés. Donc c'est un petit groupe de familles qui rattrape. Donc on ne peut pas même dire que c'est tout le Nord qui est rattrapé. Mais à la place de l'ivoirité, nous avons servi le rattrapage. Lorsque le président Bédié a mis la direction du RDR en prison, ils ont crié partout. On n'emprisonne pas les prisonniers, les politiques et tout. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? La prison est pleine de pro-Gbagbo. Et on ose justement dire que les exilés sont des volontaires. Ils sont des volontaires et on envoie des gens les chercher, des volontaires, on dit rentrer dans le pays. Mais ils doivent rentrer de leur pleine volonté, on a envoyé une délégation pour les chercher. On ne peut pas accepter cela. Ils ont parlé des enfants esclaves. Oh, Laurent Gbagbo fait des plantations avec des enfants esclaves. Je sais que les cas continuent à venir des pays frontaliers de la Côte d'Ivoire avec des enfants et ça continue toujours. Donc, il y a des escadrons de la mort, comme il a fait DH, Benoît Dakouri Tablé, Émile Théé, escadron de la mort, comme dit Laurent Gbagbo dans la position. Benoît Dakouri Tablé, son frère là, c'était le médecin personnel de Laurent Gbagbo. Pendant les choses de la clandestinité et dans l'opposition. Comme il en avait besoin. Les escadrons de la mort sont vraiment partout, partout.
ses enfants éventrés, ses organes qu'on ne retrouve pas, ses enlèvements, les escadrons de la mort sont partout. Et les doseurs, les personnes sont les premiers escadrons de la mort. Il faut aller chercher loin. Il faut aller chercher loin. Moi, je vous dis que tout cela, c'est pas bon. C'est pas sain, c'est pas comme ça qu'on construit un État. Pas construire un État. Ils ont dit aussi, au niveau des choses, lorsque les dispensaires seront bien équipés, que les médecins seront bien payés, on ne va pas envoyer de personnes dans les pays étrangers pour se soigner. Mais ça continue toujours. Ça continue toujours. Le charnier de Yopougon, Laurent Gbagbo n'a même pas pris le pouvoir. C'est le premier conseil des nous a envoyé un mot pour dire qu'il y a un charnier à Yopougon. La Côte d'Ivoire est un immense charnier. La Côte d'Ivoire est un immense charnier. Donc ils sont là. Ils sont là. Ce qu'ils ont, le Paris-là, il faut d'abord démontrer. Cela a été le fait des refondateurs. Cette école d'ouverture et de tolérance, il faut démontrer cela. Mais nous, on voit déjà ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Des promesses. 5 universités en 5 ans. Tous les efforts sont portés sur les prisons. La violence rentre par la porte à l'université, la jeunesse et le savoir sortent par la fenêtre. On dit que je vais faire 5 ans de mandat, après 5 ans tout sera bien, je m'en irai. Là encore on parle de l'horizon 2020, et même d'une constitution à venir. Plus de milliards dans tous les pays, dans toutes les villes où il a pris la parole, il y aura des plus de milliards partout. Il y a plutôt la sécheresse partout. Donc, chers amis, et même dans leurs slogans, les slogans sont trompeurs. Vivre ensemble. Vivre ensemble. Vivre ensemble, ça veut dire qu'on vit ensemble chez vous sans vous. On vit ensemble chez les autres sans les autres. Donc c'est un slogan même qui est tronqué. C'est comme ça. Donc les promesses ne sont pas tenues. Et c'est ce que les écrivains appellent la dissonance cognitive. C'est-à-dire que si, quand tu es en désaccord avec ce que tu as promis, ce que tu as promis de réaliser, tu es dans un état de tension inconfortable. Face à une telle situation, tu as deux hypothèses, deux solutions. Ou bien tu te dis humblement, il faut tout répandre, ou bien tu menaces. Eux, ils sont au niveau de la menace. Ils sont au niveau de la menace aujourd'hui. Donc c'est difficile, ils ne font que menacer. Ou bien ils nous promettent des jeux, de la danse et des lumières. Pour essayer de nous calmer. Mais le pouvoir est dans un état de tension inconfortable. Dans un état de tension inconfortable. Aujourd'hui, ils sont face à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est à la fois Socrate, c'est à la fois Galilée, c'est à la fois Dreyfus. Socrate, parce qu'il disait la vérité, on lui a fait boire la ciguë. C'est-à-dire qu'on dit, oh, tu ne veux pas reconnaître notre divinité. Tu es en train de corrompre la jeunesse. Tu crées de nouvelles divinités, il faut boire la ciguë. Galilée, il s'est opposé à vraiment quelque chose qui, à l'époque, ne pouvait pas être discuté. Pour l'époque, le soleil tournait autour de la terre. Et lui dit non, la terre tourne autour du soleil. Il a été traduit devant le tribunal de l'Inquisition. Et il a dû se rétracter. Et il a été réhabilité en 1992 d'abord. Et il a été réhabilité en 2011. En 2010, il a été réhabilité en 2010. Ça apparaît de là que l'Église catholique dit bon, il faut transférer ses restes dans un cimetière chrétien. Et Laurent Gbagbo, c'est Dreyfus, le capitaine Dreyfus, cet officier de français, brillant officier de français, juif d'origine alsacienne. On dit qu'il a flirté avec l'ennemi, intelligence avec l'ennemi, il a donné des documents à l'ennemi. On l'a dégradé, on l'a condamné à perpétuité. En ce moment, la peine de mort n'existait pas. Donc je lui ai dit, bon, il faut te suicider. Il a dit, non, je refuse de me suicider. Je vais aller jusqu'au bout comme Laurent Gbagbo. Je vais aller jusqu'au bout.
il est parti jusqu'au bout. Le Jacques de cela est fini, ça est sorti, ça a mobilisé les intellectuels et il a fini par être libéré. Il avait été déporté justement en Guyane. Donc c'est ça aussi, je crois que ce qui se passe aujourd'hui. Avant de continuer, j'avais parlé de Dabou, mais Benoît, je ne peux pas venir à Benoît. Parler de la résistance, parler de la colonisation, sans avoir quand même une mémoire pour Kadjo Amangwa. Kadjo Amangwa. Pour la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est le premier résistant ivoirien à la colonisation française. C'est le premier résistant ivoirien. Aujourd'hui, c'est un chef de guerrier abouré et son histoire se confond avec celle de Benoît. Et je crois que c'est ce que Laurent Gbagbo qui est résistant comme lui. Souvent Gbagbo résistant, Laurent Gbagbo est venu justement inaugurer. Benoît, c'est quand même l'histoire du multipartisme. Nous étions en juin 90 à Korogo. Les Congolais nous sont venus ici le 14 octobre 1990. Et les militants étaient là nombreux, la foule a été gazée. Et les militants ont tenu. Et c'est tout cela qui a fait le multipartisme. Il y a une formule même ce qui nous est resté, qui nous fait rire parfois. Celui qui dirigeait justement les forces de police, il est venu devant Laurent Gbagbo. Monsieur Laurent Gbagbo, dispersez-vous. Monsieur Laurent Gbagbo, dispersez-vous. Donc voilà, Benoît, c'est tout ça. Et Benoît, quand même, immédiatement après 2011, tous les gens se cachaient. Benoît est sorti en novembre 2011. Pour dire non, pour faire un meeting géant animé par Laurent Nkouné, la direction intérimaire. Mais tiens, dire, au vu de tout ce que nous avons vu, le procès de la honte, les promesses non tenues, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, nous, Ivoiriens, nous qui nous battons pour la démocratie? Je dis que la fin de la liberté, c'est aussi un devoir d'engagement. Quand l'Ivoirien n'est pas d'accord, il dit non. Et les gens ne connaissent pas les Ivoiriens. Dans des moments de notre histoire, les Ivoiriens mécontents se sont manifestés. En 1958, l'affaire des Dahoméens des Togolais. Ils ont trouvé que les Dahoméens des Togolais recrutaient pour l'organisation ivoirienne. Donc, vraiment, les Ivoiriens se sont fâchés. 1958. En 1990, d'abord, il y a eu le plan Komo-Kofi. Vous avez vu la foule. Lorsqu'il y a eu les 20 millions de cautions devant l'injustice, les Ivoiriens ont payé les 20 millions de cautions. En 1993, à Saint-Côte-Encore, le retour en Côte d'Ivoire, vous avez vu les Ivoiriens. Vous avez vu les Ivoiriens. En 2000, à l'appel du président Laurent Gbagbo, ils sont sortis. 2002, 2003, tout ce qui est Marcoussi, les Ivoiriens sont sortis. En 2004, ils ont formé des boucliers humains pour aller protéger les différences de la Côte d'Ivoire. Donc l'Ivoirien est doux salé, salé sucré, il est doux amer. Il est doux amer. Faisons tout pour qu'il continue à être doux et non à être amer. Donc l'Ivoirien aussi peut être mécontent. Mais quant à vous, ce qui nous reste, c'est le temps de l'engagement qui est venu. Personne d'autre ne peut libérer Laurent Gbagbo à notre place. Les autres font ce qu'ils peuvent, mais nous sommes les premiers dépositaires de Laurent Gbagbo. Nous sommes les premiers qui savons que s'il n'est pas en Côte d'Ivoire, rien ne peut bouger. Laurent Gbagbo était au pouvoir. Il savait que sans Ouattara, ça allait poser des problèmes. Sans le président Bédé, ça allait poser des problèmes. Il les a fait venir dans un forum. Eux-mêmes, ils ont saboté. Après, ils ne voulaient pas qu'il réussisse au forum-là. Aujourd'hui, là, il est là-bas aussi. Il y a des gens qui se réclament de lui. Il ne peut pas être orphelin pour le travail qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui se réclament de lui. Et nous continuerons de nous réclamer de Laurent Gbagbo. Qu'ils soient contents ou pas, c'est leur affaire. C'est pourquoi vous dites, Paul Gbagbo dit merci pour la décoration que vous me donnez. Donc n'ayez aucun complexe. Ayez du respect, mais n'ayez aucun complexe. Le respect, ce n'est pas la soumission. Le respect, ce n'est pas l'obéissance aveugle. Mais nous devons nous engager. Et le temps de l'engagement est venu. Nous allons d'abord commencer par une pétition. Ce n'est pas le pays qui initie la pétition, il y a des personnalités. Donc, à vous de signer la pétition. Vous avez une arme démocratique dans les pays développés. Il faut montrer que le peuple est là, derrière Laurent Gbagbo, et veut sa libération. Donc, vraiment, engagez-vous dans cette pétition-là. Et vous, à votre niveau, ce genre de meeting-là, chacun doit aller relayer ça auprès de ses amis, auprès de sa famille, auprès de ses relations, pour dire ce que nous avons entendu. Allez, soyez certains
On dit un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Il a un chaînon manquant de la réconciliation. Tu as beau faire un immeuble, quand il y a un chaînon manquant, l'immeuble ne peut pas tenir. Ils ont essayé la Côte d'Ivoire en éloignant Laurent Gbagbo. Mais ceux qui sont restés là n'arrivent pas à gouverner la Côte d'Ivoire. Mais faites-leur revenir, peut-être que moi, je ne sais pas s'ils seront encore là, mais faites-leur revenir. C'est aussi simple que ça. Quand rien de quelque chose ne va pas, il faut changer une autre chose. Donc moi je pense, mais justement, c'est tout cela, tu fais bien de dire. Au niveau des choses, peut-être là, au niveau des promesses non engagées, l'augmentation du prix de l'électricité, la cherté de la vie, la réduction du pouvoir d'achat, les violences un peu partout à l'université. Tout cela, ça forme même une tout cela qui fait la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc quand je parle des promesses non tenues, vous avez déjà ajouté cet éventail qui ne va pas. Donc, chers amis, je crois que le temps de l'engagement est venu. C'est pourquoi nous faisons cette tournée-là. Nous faisons cette tournée parce que nous savons déjà qu'il y a un terreau favorable. Parce que je l'ai dit, malgré la répression, vous êtes là. Et vous êtes là, bien là, je vous dis merci pour cette mobilisation. Je dis merci à la direction du parti, elle a compris le symbole beaunois. Toute la direction s'est mobilisée pour être là. Pendant tout ce monde-là sort, on doit dire merci. Ce n'est pas une obligation, un pays là. On peut laisser le chef avec une petite délégation partir. Ils sont venus pour témoigner, pour honorer Beaunois, pour le travail, pour la résistance. Mais dès qu'il y a un mot d'ordre de donner, je dis, mais Beaunois, comment ça s'est passé? Dans le résultat de Beaunois, je suis satisfait. Donc vous avez une nouvelle responsabilité, vous devez aller de l'avant. Vous devez vous engager. Aujourd'hui, là, nous ne pouvons plus. Si nous n'arrivons pas à libérer Laurent Gbagbo, comment on peut libérer la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, il faut dire à ceux qui ont envoyé Laurent Gbagbo là-bas, que non, il faut le faire revenir. Parce qu'en fin de compte, le plan commun n'a pas marché. Vous savez qu'un plan commun, c'est pas... Le plan commun n'a pas marché. Quand vous avez des intérêts solides en Côte d'Ivoire, vous regardez ces intérêts-là, que celui qui peut être le pilier de la réconciliation soit là aussi. Il faut demander aux puissances, aux bien pensants de ce monde qui nous gouvernent, pour leur dire qu'il faut libérer la CPI. Et que la CPI libère Laurent Gbagbo et que Laurent Gbagbo libère la Côte d'Ivoire. Donc, chers amis, il y a cet espoir-là. Mais l'espoir, c'est nous qui voulons vivre l'espoir. Nous sommes passés dans la famille Simone et Yves Gbagbo en venant. Une famille digne, une famille fière, une famille soudée malgré les épreuves. Je n'ai jamais entendu de son discordant. Quand c'est comme ça, il y a des gens qui s'activent pour former une petite génération pour aller demander pardon. On a vu la famille et il veut faire cela. C'est une famille digne, il faut lui rendre hommage, il faut lui dire merci pour cette dignité. C'est une famille de combattants et de combattantes, il faut leur dire merci. Et quand c'est comme ça, si on réunit notre soeur, mais c'est toi qui nous a apporté tous les malheurs. Maintenant, je n'ai pas entendu ça. Et je dis merci. Il dit Laurent Gbagbo, les prisonniers d'opinion, les exilés, tout ça. Une fois que son problème se débloque, tout se débloque immédiatement. On ne peut pas quand même libérer Laurent Gbagbo et laisser Bleu Bouddha en prison. On ne peut pas libérer Laurent Gbagbo, laisser Simone, laisser tous nos amis en prison. Les exilés, même quand on rentre, dès qu'on dit Laurent Gbagbo, ils sont dans l'action. Nous sommes dans l'action. Le gouvernement, eux, ils communiquent. Ils n'agissent pas. Et le dire n'est pas le faire. Il y a une Côte d'Ivoire virtuelle pour elle. Nous avons la Côte d'Ivoire réelle. Donc quand ils dépeignent la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même Côte d'Ivoire que nous voyons. Donc vraiment, c'est ça qui est le temps de l'engagement aujourd'hui. Donc vraiment, je pense que nous devons nous battre pour que tout le monde vienne. Et quand je vous vois, j'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. Quand je faisais mes recherches, j'ai quand même trouvé 5 citations qui m'ont guidé. Comme à balancer comme ça, je ne sais pas qui m'a envoyé. Mais c'est important pour le temps de l'engagement. Première citation de Michael Jordan. Si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude. N'abandonne jamais. Fin de citation. Deuxième citation, Henry Ford. Lorsque tout semble aller contre toi, souviens-toi que les avions décollent toujours face au vent. Fin de citation.
Troisième citation, une femme vertueuse. Nous ne grandissons pas lorsque les choses sont faciles. Nous grandissons lorsque nous sommes confrontés aux défis. Fin de citation. La femme là. Dernière citation de Gandhi. Quand je désespère, je me souviens que dans l'histoire, la voie de la vérité et de l'amour finit toujours par triompher. Que même si pendant un temps, les tyrans et assassins semblent invincibles, à la fin, ils tombent. Et dernière citation, là je dis, mais la Côte d'Ivoire n'est pas une nation de moutons, mais je cite, une nation de moutons engendre aussitôt un gouvernement de loups. Une nation de moutons engendre aussitôt un gouvernement de loups. Que là, il y a un gouvernement de loups, montrant que nous ne sommes pas une nation de moutons. Montrant que nous ne sommes pas une nation de moutons. C'est parce que nous sommes faibles qu'ils sont forts. Si nous sommes forts, ils vont devenir faibles. Donc, chers amis, je vous invite à l'engagement. Le temps de l'engagement est venu. Le temps de l'engagement pour sauver la Côte d'Ivoire, pour sauver l'Afrique. Les patriotes, merci, vous battez le pavé partout et par le monde. Merci. Merci aux avocats, au conseil de Laurent Gbagbo. Merci au président Laurent Gbagbo, merci au ministre André Goudé. Merci à tous. Il y en a qui ont pris conscience et quand on dit Gbagbo, quand ça vient de chez eux. Donc merci à tout ce monde-là qui aujourd'hui a compris que sans Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire ne peut pas avancer. Avec vous, j'ai espoir. Avec vous, j'ai confiance. Et je vous dis que la lutte continue. Je vous remercie.